Pegasus, espionnage, des termes nouveaux arrivent au Togo. Habitués à tourner puis à retourner, démocratie ou alternance dans tous les sens, les Togolais vont pouvoir enrichir leur vocabulaire quotidien. Depuis le début de la semaine, ils parlent de Pegasus venu d'Israël ou encore d'espionnage généralement attribué aux grandes puissances. Le Togo serait-il devenu une grande puissance à l'insu de ses populations? L'espionnage aurait-il remplacé les habituelles répressions ou violences politiques? Le week-end dernier, le pays avait flirté à nouveau avec ces violences puisque le débat sur les miliciens en politique avait refait jour. Heureusement qu'à ce jour, ni acteurs politiques ni religieux ne se sont plaints. Mais en parlant de plaintes, celle portée par les Adakli reste pendante à la justice. L'audience n'aura plus lieu le 12 août. Elle a été reportée au 19. Qu'est-ce qui peut expliquer ce décalage? Le 19 sera-t-il le bon et pour les juges, les plaignants, les accusés et le contribuable togolais? Un observateur lâchait récemment que le contribuable togolais est quotidiennement pressé tel un citron ou une orange. N'a-t-il pas raison quand, dans le même temps, ou presque, une étude de l'INSEAD confirme une forte présence de la corruption au Togo? À quoi servent en vérité les milliards ou les dizaines de milliards de CFA que se permettent de détourner certains Togolais? Comment comprendre que le pays soit contraint dans le même temps à faire des emprunts ou à se faire aider pour satisfaire ses besoins? Parmi ces besoins, les équipements des centres de soins. Les hommes en blouse blanche brandissent une menace de grève à partir de la semaine prochaine. Le Saint-Fort finira-t-il par s'associer au mouvement? En attendant, on peut se réjouir que l'autre secteur, marchant de pair avec celui de la santé, le secteur de l'éducation, réussit à finir son année en organisant les examens. Les épreuves de 2020 resteront dans l'histoire puisqu'elles se déroulent en pleine vacances, moment de repos et des essais. Ces essais ont même commencé dans les écoles avant qu'elles ne finissent par fermer leurs portes. Vidéo porno dans les salles de classe, actes sexuels entre enseignants et élèves et puis grossesse. Les débats sont depuis suivis de débats au départ de la préfecture de AO. Grossesse en milieu scolaire. Voilà le principal grief porté par l'opinion publique. Le Togo doit-il réveiller une vieille loi dite du 10 mars qui condamnait tout enseignant ayant confondu ses propres élèves à ses maîtresses? Les Togolais doivent-ils finalement manifester pour sauver leur école? On sait que quand les Togolais manifestent, c'est généralement pour plus de démocratie dans le pays, pour plus de réformes et contre la mise à zéro du compteur posté au bout du mandat présidentiel. Plusieurs pays font désormais les mêmes expériences. En Guinée ou en Côte d'Ivoire, Alpha Condé et Alassane Ouattara se positionnent pour un troisième mandat, compter un premier mandat selon ses partisans. Le Togo n'a-t-il pas suffisamment inspiré dans la sous-région? Par ailleurs, au Bénin, plusieurs communautés n'hésitent pas à monter au créneau avec la célèbre formule d'une certaine époque au Togo. Nous, population de supplions son excellence à être candidat. Bienvenue au D12. Merci de nous pégasusser sur 105.5. Le D12 accueille les responsables de la nouvelle entité politique au Togo, Dimon, Oré et Ouro Dikpa Tiatibi. Chers invités, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Le 2-12, c'est au 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70 avec une mise en onde de 26 Las Boga Koudoyo. Ouro Dikpa Tiatibi, c'est la première fois que vous venez au D12, c'est la première fois que moi je vous rencontre de si près. Je vous ai découvert en 2017 autour des manifestations du PNP. Dans quel état êtes-vous aujourd'hui, puisqu'on sait qu'à l'époque, vous portez une certaine revendication, des revendications qui n'ont pas finalement abouti. Dans quel état êtes-vous aujourd'hui? Merci beaucoup de nous recevoir ici et je profite de l'occasion pour saluer et remercier toutes les auditrices et tous les auditeurs de Pyramide FM. Dans quel état d'esprit je suis à l'instant où nous sommes? Oui, je suis serein. Je suis serein dans la mesure où, lorsqu'on pourchasse un animal en tant que chasseur, tant qu'on n'a pas encore fini de rattraper l'animal, on ne se lasse pas. Raison pour laquelle je suis serein et je suis disponible, je suis debout. Vous êtes serein, c'est vrai, mais quand on regarde l'histoire politique du Togo, il y a un certain nombre d'acteurs qui vous avaient dévancé depuis les années 90. Ils étaient déjà sur ce terrain et ils ont porté un certain nombre de revendications qui, elles aussi, globalement, n'ont pas abouti. Est-ce qu'on n'a pas eu une teinte de découragement quelque part?
le découragement n'est pas africain, le découragement n'est pas togolais. Certes, nous sommes sur la 3e génération de la lutte togolaise pour la libération du peuple, puisque depuis 1990, il y a eu une première génération, ça en a suivi une seconde, et aujourd'hui une 3e émerge. Et au-delà de tout cela, l'attente du peuple reste toujours la même, c'est-à-dire le changement se fait encore attendre. Est-ce que c'est à cause de cela qu'on doit s'enlacer, dire qu'on n'est plus en forme de combattre? Non. C'est engagé pour réussir. Tant qu'on n'a pas encore abouti, on doit avoir le moral haut, et je l'ai. Bien, merci Dimoré. Je rappelle que vous êtes un ancien ministre et voilà, il a le moral toujours haut, décidé à continuer. Il est même serein. Est-ce que c'est le même état d'esprit chez vous également? Monsieur Atioué, Pierrot, merci beaucoup. Vraiment, c'est une grande opportunité pour cette mi-journée de nous adresser une fois encore à nos compatriotes, particulièrement la population de Lomé. Bon, comme vous le constatez, Dimoré est toujours égal à lui-même, malgré les tempêtes et tout, nous tenons bon. Et donc, il n'y a même pas de raison pour vaciller. Et puis, par rapport à notre conviction, par rapport à notre génération, nous ne pouvons pas encore dire que nous sommes déjà fatigués de continuer le combat aux côtés du peuple togolais. Plutôt le contraire. C'est maintenant que nous devons nous retrousser les manches pour faire avancer et faire aboutir rapidement la lutte du peuple. Et quand vous évoquez le peuple togolais, ce peuple togolais se pose des questions parce que quand il regarde un peu à côté, dans les autres pays, ce peuple-là constate que les revendications portées notamment par ceux qui le représentent ou ceux qui sont devant la lutte, ces revendications-là portent des fruits. Mais au Togo, et ça fait une trentaine d'années, à un moment donné, le peuple lui-même commence par se poser des questions, notamment sur ceux-là qui le représentent ou qui sont devant la lutte. Oui, c'est une question de temps. Le temps finit par s'imposer à tout le monde. Voilà. Et donc, dès que le temps, par rapport à la libération du peuple togolais, va sonner, personne ne pourra résister. Voilà. C'est ce que je pourrais dire en résumé à ce niveau. Quand vous évoquez le temps, à un moment donné, autour de 2017, je m'adresse là à Ouro Di Patatipi, autour de 2017, beaucoup avaient cru que ce temps-là était venu. Et au final, le régime a pris, comme on le dit, le poil de la bête. Le régime est devenu beaucoup plus fort, puisque par la suite, les élections qui ont suivi, le régime les a toutes gagnées, et haut la main, carrément, on peut dire. Est-ce que là, on n'est pas parti pour avoir l'alternance, peut-être dans une cinquantaine d'années? Oui, apparemment, l'on peut penser comme ça, comme quoi il y a de cela des lustres, la lutte a été engagée, aujourd'hui les résultats se font attendre, et que, comme la question a été posée, est-ce que ce peuple-là est en droit d'espérer? Oui, moi je dis que oui, parce que c'est Mandela qui dit que le grand homme, pour le grand homme, ce n'est pas de ne pas tomber, mais c'est de pouvoir se relever à chaque fois que l'on tombe. Donc aujourd'hui, si hier, les facteurs de réussite ont manqué à notre lutte, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de constater l'échec, parce qu'il faut le constater. Ça fait 30 ans environ, la lutte est menée, il n'y a rien qui se pointe à l'horizon. Nous voulons l'alternance, nous voulons le changement démocratique. Rien de tout cela ne se fait sentir. Oui, on peut se dire que nous sommes dans une situation d'échec, mais certains échecs sont annonciateurs de la victoire. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, moi je ne pense pas que
la victoire du peuple peut s'estimer dans 50 ans, dans 30 ans. Moi, je suis en train de constater que même en l'an 2020, dans l'année dans laquelle nous sommes, le résultat escompté par le peuple peut se faire sentir. Nous pouvons avoir la porte de sortie dans cette année si et seulement si nous prenons toutes les mesures qui s'imposent. Mais quand vous évoquez les mesures, sans doute que vous faites allusion aussi aux facteurs. Vous avez parlé des facteurs qui n'ont pas permis jusqu'à ce moment à ce que la lutte que vous portez puisse se solder par une victoire. Et parmi les facteurs, lesquels minent finalement cette opposition? Oui, ça se fait. Qui la fragilise? Et ça se fait voir. Ce n'est pas moi qui dois le constater. Nous le constatons tous. Dans une lutte, on a besoin d'une certaine harmonie. On a besoin d'une certaine concorde. On a besoin d'une certaine entente. On a besoin d'une certaine liaison. On a besoin d'une certaine structuration. On a besoin beaucoup de facteurs. Mais lorsque l'on constate l'opposition telle que nous l'annonçons, et dans une même sensibilité, dans un même camp, les éléments d'un même camp arrivent à abandonner l'adversaire, mettre l'adversaire de côté. Et entre eux, c'est peau de banane, c'est bâton dans les roues, c'est le coup bas, c'est croquant en jambes, c'est torpillage. Et ça, là, ce n'est pas moi qui le constate. Et ça, là, ce n'est pas moi aussi qui le dis. Nous le constatons tous, que c'est le propre de l'opposition togolaise. L'adversaire est là, et entre les éléments d'un même camp, c'est la bataille, c'est la guerre fratricide, la guerre fratricide, comme je le disais. Donc, à partir de cet instant, on ne peut pas se prévaloir, on ne peut pas espérer avoir d'autres résultats, si ce n'est ce que nous sommes en train de constater. Raison pour laquelle nous nous sommes mis debout pour changer la donne. Non, mais en fait, quand vous vous êtes mis debout, et ça aussi c'est une des curiosités ces dernières années, ou ces derniers mois, on connaît plutôt Dimoré, il a toujours fait cavalier seul. Qu'est-ce qui vous a décidé finalement à vous joindre à Urodi Pachatikpi? Merci beaucoup. Et vous savez, c'est une question aussi des générations. Ça, je pars sur ce principe. Et une question de conviction. Et une question de persévérance. Vous savez, nous ne faisons pas cavalier seul. Mon aîné vient d'annoncer un aspect, ou bien les facteurs d'échec au sein de l'opposition. Et ayant grandi au sein de cette opposition, ayant tiré leçon de tous les errements, alors j'ai préféré maintenir ma conviction, espérant que le temps finisse par s'imposer. Et c'est ça, le temps est là. Et M. Roudipa, qui également est un compatriote très engagé, vous savez, le hasard n'existe pas. Et il y a eu concordance en termes d'approche par rapport à la vision qui devra sauver notre pays, le Togo. C'est pour ça que nous sommes deux. Maintenant, je voudrais aborder le fond de la question de division au sein de l'opposition, c'est sur cela. Même, monsieur le directeur, vous pouvez constater, dans tout l'espace francophone en Afrique, il n'y a aucune démocratie qui a réussi et qui tient. Il y a des façades de démocratie. Bénin, Sénégal, c'est un peu des façades. Le reste, c'est dans la merde, à cause de la France-Afrique. La solution, la cause des errements au sein de l'opposition togolaise, c'est la France-Afrique. C'est la France-Afrique qui a installé le système de Gnassingbé. C'est la même France-Afrique qui manipule les opposants. C'est tout. Est-ce que cette France-Afrique vous manipule, vous aussi? Mais elle a tenté, elle n'a pas pu. Moi, je sais de quoi je parle. Oui, mais en fait, si elle a tenté, elle n'a pas pu, pourquoi est-ce qu'elle arrive à manipuler les autres? Parce que les autres sont dans les réseaux mafieux de la France-Afrique. Si je ne suis pas dans le réseau, vous ne pouvez pas vous imposer à moi. Mais vous, dès que vous vous faites enrôler, c'est fini. Vous recevez des instructions, vous agissez. Et donc, les problèmes d'ordre partisan au sein de l'opposition sont liés à ça.
On les utilise comme des calebasses à la surface de l'eau, que le vent transporte, se cognent, et se cassent et se disparaissent. C'est comme ça que la France-Afrique utilise les élites dans nos pays, territoires francophones. Mais Côte d'Ivoire, Guinée, vous avez cité tous tantôt la Côte d'Ivoire de Lassana Ouattara, de Alpha Condé, Guinée et tout. C'est la même France-Afrique. Vous comprenez? Ça voudrait dire quoi? Le cas de la Guinée. Non, mais en fait, on reviendra sur ces cas-là. Mais en fait, quand vous évoquez la France-Afrique et quand vous évoquez les espaces francophones, quand même, je crois qu'il faudrait relativiser. Et si vous prenez ces pays-là, la plupart ont connu au moins l'alternance, même si vous parlez de démocratie de façade, ce qui n'est pas le cas au Togo. Oui, tout simplement, le Togo, c'est un foyer d'où partent toutes les machinations de la France-Afrique par rapport à l'espace CEDEAO, espace CEDEAO francophone. Et donc, c'est un foyer où, vous savez, si vous arrivez à comprendre le secret des dieux de ce qui se passe au Togo, c'est suffisamment grave. Mais vous le comprenez, vous? Bien sûr. Ok, on en parlera sans doute, mais en fait, ce qui intéresse les Togolais, c'est cette union, cet attelage avec Urodikwa Tatipi qui dénonçait il y a quelques instants les difficultés au sein de l'opposition du Togo, la duplicité, la guerre de leadership, les pots de banane. Mais vous-même, on vous avait découvert autour de Tchadam. Les Togolais n'ont pas compris pourquoi est-ce que cet attelage aussi n'a pas duré. Qui vous dit qu'il y a un problème en la matière? Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus au PNP. Oui, je ne suis pas au PNP. Oui, mais ça veut dire qu'il y a problème. On ne s'était pas engagé pour PNP, on s'était engagé pour le Togo. Donc, il n'y a pas de problème en la matière. Non, pour le Togolais, il y a problème, puisque ce que vous dénoncez, les difficultés que les leaders portent ensemble la lutte, et ce que vous dénoncez là, quand on regarde ce qui s'est passé entre vous, le PNP et Tipi Adam, on se dit que voilà un exemple type. Rien ne se passe entre nous. Non, mais vous n'êtes plus au PNP, ça veut dire qu'il y a problème. Oui, lorsqu'on rentre dans une relation de mariage, ce n'est pas des cordes que l'on attache entre deux individus. On peut adhérer aujourd'hui, il y a le statut. Dans le statut, tout est prévu. On peut adhérer, on peut démissionner, on peut être exclu. Donc ça, je sais que... pour vous, le PNP, c'est le passé. Pour moi, le PNP, c'est un parti. Non, mais en fait, pour vous personnellement, parce qu'on vous a découvert au PNP, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour vous, cette page-là est tournée. Par rapport à moi. Oui, par rapport à vous. Oui, moi je suis exclu du parti. Ouais. Donc, lorsque vous parlez du PNP, vous ne pouvez pas parler de M. Urodikwa Tatipi. Ouais. Ça, c'est clair, non? Oui, c'est clair. C'est-à-dire qu'après votre exclusion, quand même, on a eu toute cette actualité liée à vous et à toutes ces révélations émanant de vous. Peut-être que vous aurez l'occasion de dire que vous ne vous reconnaissez pas, peut-être dans tout ce qui a été dit, notamment sur la situation de Tchadam qui se trouverait en Guinée et qui travaillerait pour le groupe Bolloré. Est-ce que c'est des situations qui honorent notre pays? Vous annoncez une histoire qui n'est pas une histoire à relater ici, dans la mesure où nous sommes dans un pays qui se cherche. Et ça fait 30 ans aujourd'hui que le Togolais attend l'alternative. Ce n'est même plus l'alternance. Parce qu'en parler en termes de l'alternance, c'est relatif. Une alternance peut être négative. Elle peut même être pire que la situation qu'on veut quitter. Donc c'est pour cela qu'il ne faut pas, ce n'est pas bien de parler de l'alternance, mais c'est mieux de parler de l'alternative. Au Togo, nous avons besoin de l'alternative que de l'alternance. Donc, sur ce fait-là, je ne pense pas qu'il peut y avoir un problème entre deux individus. Lorsque deux individus ont un problème, ça ne doit pas être classé dans des affaires à discuter sur le plan national, dans la mesure où il y a des dossiers. Non, mais vous êtes des personnalités publiques, puisque quand on évoque
dit Tipi, quand on évoque Tipi Tchadam, quand même, c'est des personnalités qui, à un moment donné, ont écrit l'histoire de notre pays. Donc, il est de bon ton quand même que les Togolais puissent savoir ce qui se passe. Vous avez dénoncé les pots de banane. Vous avez dénoncé les pots de banane, vous avez dénoncé même la guerre des leadership. Et on a l'impression, peut-être que les Togolais peuvent se tromper, on a l'impression que c'est ce qui vous oppose. De quoi j'ai parlé est une règle, mais il n'y a jamais de règle sans exception. Parlant de Tchadam et de moi, c'est parler d'un oncle et son neveu. Donc c'est une histoire de famille qui n'engage personne. Ça n'engage personne. Donc les Togolais n'ont pas forcément le même savoir. Il dit c'est une affaire qui se situe entre un oncle, moi, et le neveu Tchadam. Je pose la question parce que je ne sais pas si le ministre Dimoré, c'est votre oncle et votre cousin, parce que s'il arrive que vous avez des difficultés avec un membre de votre famille, je ne sais pas comment demain sera fait avec quelqu'un qui n'est pas de votre famille, c'est pourquoi je pose la question. Est-ce que vous êtes rassuré, Dimoré? Par rapport à quoi? Par rapport à quelqu'un qui quitte Tipi Tchadam et qui se retrouve avec vous. Vous savez, ce n'est pas une question de personnalité. Et c'est ça aussi. L'égocentrisme, la mégalomanie sont des facteurs qui ont eu à caractériser les acteurs politiques de l'opposition. Or, ce qui doit nous intéresser ou doit nous diviser, c'est une question de conviction, question de vision par rapport à l'intérêt général. Mais il n'y a pas de division en termes de vision par rapport à l'intérêt général, et c'est des conflits interpersonnels. On ne va pas badiner avec la vie de tout un peuple dans des conflits interpersonnels. Mais Dimoré dit, avec sa formation politique depuis 2014, pour régler le problème de notre pays, passons à une étape de transition. Ça, c'est une vision, c'est une proposition concrète. S'il devait avoir division, que ça soit par rapport à cette vision, et non pas parce que c'est la tête de X ou la tête de Y. Ce n'est pas ça le problème. Vous voyez? Et donc, maintenant, il y a une concordance des esprits dans ce sens. D'autres forces partagent cette vision. Et c'est ça l'essentiel. Mais que c'est Kodjo, c'est Yawa, ils se mordent les nœuds ou pas, ça n'intéresse pas les Togolais. Mais la vision. Quel leader porte telle vision et que cette vision pourrait arranger l'intérêt général. C'est tout. Ce que vous appelez les visions, je crois que presque tous les Togolais ou tous les leaders qui se sont succédés au sein de l'opposition depuis les années 90, ils vous diront la même chose. Ils veulent que le Togo change, ils veulent que ce pays puisse avancer. Vous êtes restés deux, mais à un moment donné, vous avez retrouvé à trois, parce que pour la toute première fois que vous êtes adressé aux Togolais, sans avoir créé sans doute votre creuset, il y avait à vos côtés Nathaniel Olympio. Et aujourd'hui, vous êtes restés deux. Est-ce que on peut savoir ce qui s'est passé entre-temps? Ou non, il n'y a pas de... Vous savez, il ne faut pas, il venait de le dire tantôt, il ne faut pas traîner sur les petites considérations. Conviction, vision, intérêt général, c'est ça. Avec M. Olympio Nathaniel, nous nous étions retrouvés juste pour une conférence de presse et attirer l'attention des participationnistes que c'est mauvais. Ne vous engagez pas pour une énième fois, 7e parodie d'élection présidentielle, c'est mauvais. Arrêtez ça. Laissez-le tout seul. C'est ce que nous avions fait à 3. Et puis par après, nous deux nous avons dit, il faut avancer rapidement, il faut aller plus loin que ça. Et nous avons créé le creuset. Il y a d'autres forces qui sont avec nous, qui ne s'affichent pas pour le moment. Donc, on sera ensemble, même avec M. Nathaniel Olympio, avec d'autres. Mais attention, nous avions bien précisé dans le contenu de notre déclaration liminaire, pas des gens qui sont sous influence des réseaux mafieux. Quand vous dites que vous serez encore ensemble, dans certains milieux, on doit commencer par sourire, parce que être ensemble au Togo, notamment au sein de l'opposition, on sait globalement les résultats. Vous serez ensemble avec qui? Et qui n'ont jamais fait d'autres regroupements avant? Nous serons ensemble avec ceux qui ne sont pas sous influence des réseaux. Nous les connaissons. On se connaît. Voilà, il n'y a pas un opposant togolais ou une personnalité politique togolaise qui ne connaît pas Dimoré, que Dimoré ne connaît pas. Est-ce que vous pensez que sans les réseaux, vous aurez des résultats? Et avec les réseaux, on a quel résultat?
Dans certains pays, les réseaux ont permis d'avoir des résultats. C'est faux. Voilà, je vais vous donner des exemples. C'est l'amalgame là que le président Gbagbo a fait, et aujourd'hui, cet amalgame a coûté toute la souffrance à lui et à son peuple. Mais un nationaliste comme Gbagbo, à l'époque, ne pouvait pas compter sur l'appartenance de son parti à l'international socialisme pour arriver au pouvoir. Or, il l'a fait. Ben, le revers de la médaille, il a encaissé les coups. Or, c'est quelqu'un, un patriote et un panafricaniste engagé et tout, mais qui a profité des réseaux et des partis socialistes. À l'époque, c'était le premier ministre Jospin qui était à la tête du gouvernement. Ils l'ont aidé. Mais par la suite, c'est ça. Et par la suite, il ne voudrait pas terminer ses engagements qu'il avait pris. Ouattara est arrivé. Vous savez les conditions dans lesquelles Ouattara est arrivé. C'est grâce au réseau. Ça, ce n'est pas le peuple. Mais quel est le résultat? C'est le gouffre qui s'annonce encore. Mais Alpha Condé est arrivé au pouvoir en Guinée grâce au réseau. C'est ça qui étonne. Alpha Condé, c'est un des éléments de la France-Afrique. Alors, il arrive au pouvoir, ça ne change absolument rien. Voyez-vous? Donc, le cas du Togo n'est pas atypique. C'est que les élites, la France a réussi à tel enseigne que la situation est comparable au schéma suivant. À l'époque où les négriers descendaient, ils avaient trouvé des rois complices. Ce ne sont pas les négriers qui rentraient à l'intérieur du continent africain à l'époque pour organiser la razzia ou les razzias. C'était des chefs complices qui les aidaient à ce que la traite négrière se réalise. Au moment de la colonisation, c'est pareil. Maintenant, le néocolonialisme qui se poursuit, c'est les élites. Ce ne sont pas les têtes intelligentes qui manquent pour nos pays. Mais c'est ces élites qui ont accepté de se faire enrôler dans ces réseaux mafieux qui sont utilisés contre les peuples respectifs. C'est à ce niveau du débat. Maintenant, quelles sont ces personnalités, quelles sont ces élites dans nos pays qui sont capables, courageuses, de dire non à ces réseaux? Je peux citer l'exemple du président Nicéphore Soglo, mais les réseaux l'ont balayé après un seul mandat. Je peux citer l'exemple du président Alpha Omar Konaré. Voilà des personnalités qui ont essayé de tenir quelque chose. Sinon, tout le reste, tous les présidents dans l'espace francophone, à part les deux là, de 90 à nos jours, c'est les réseaux. Mais maintenant, quand vous prenez le cas du Togo, qui vous comparez par exemple à Nicéphore Soglo ou à Alpha Konaré sur l'échiquier togolais, qui éventuellement peut donner espoir de résultats à l'opinion publique togolaise? Dimoré par exemple? Nous sommes en train de former la pépinière. Et nous en appelons à la prise de conscience de la présente génération. Vous, même vous, les journalistes, se font enrôler dans ces réseaux. Des jeunes, pour avoir de l'emploi, avoir de la promotion, il faut se faire enrôler. Quand est-ce que... On s'enrôle où? Bon, alors, si vous voulez, après, vous cherchez, vous fouillez. Si vous voulez vous faire enrôler dans un cercle mafieux, vous fouillez. Ce n'est pas ici, c'est pas moi de décrire cela. Mais je voudrais vous dire, notre mission fondamentale, ayez le courage d'attirer l'attention de la présente génération, de ne pas se faire enrôler dans les cercles mafieux pour être complice du colonialisme qui se poursuit, de l'esclavage qui se poursuit dans nos pays respectifs. En bref, quand on vous comprend, c'est que vous voulez qu'on ait un nouveau type d'Africain. Carrément. Bien, mettre fin. Bien, merci. Parlons maintenant du Creuset. Le Creuset, le nom, ça sonne un peu les années 70. On a parlé du RPT, on a parlé du Creuset national. Pourquoi avoir pris cette terminologie, le Creuset? Qu'est-ce que ça signifie? Le Creuset national pour la transition CNT. On dit l'union fait toujours la force. Quand vous rentrez, moi je suis un fermier, lorsque vous rentrez dans la brousse. Vous êtes un fermier? Je suis un fermier. Mais en fait, les gens disent que vous êtes allemand. Certains disent que vous êtes carrément allemand. Je suis allemand. Au niveau de l'allemand de l'Europe, il y a aussi des fermiers. Hein. Vous êtes un fermier allemand? Non, fermier togolais, mais citadin en Allemagne.
Et lorsque vous rentrez dans la forêt, vous allez voir certains insectes qu'on appelle les termites. Le temps d'aller au champ revenu, vous allez retrouver qu'elles ont déjà fait leur termitière. Et ce n'est pas le travail ne se fait pas individuellement, c'est un travail collectif qu'ils font. Lorsque vous observez le travail des fourmis, le travail des termites, vous allez vous rendre compte que lorsqu'on dit l'union fait la force, c'est une réalité. Au Togo, nous avons besoin de nous donner cette force, cette capacité d'union, de Sinkasi jusqu'à Nero, en passant par votre bureau ici. Et c'est dans cet esprit-là, c'est dans ce cadre-là que nous pouvons avoir la force nécessaire pour pouvoir mettre fin à la nuisance du régime en place. Parce que ça fait aujourd'hui plus de 50 ans. Nous sommes autour de 53 allant vers 60 ans aujourd'hui. La souffrance du peuple est crasse. Ça doit finir un jour. Et personne ne viendra d'ailleurs pour nous aider. Personne. Il n'y aura personne, si ce n'est nous autres Togolais. Individuellement, si ça pouvait être possible, j'allais vous dire, allez vous reposer, je vais vous amener cette libération. Je vais vous amener cette liberté, si c'était possible de le faire de façon individuelle. Raison pour laquelle nous avons pensé que le contraire de l'individualisme, c'est la collectivité. Et cette collectivité-là, c'est ça là que nous matérialisons par le creuset, c'est-à-dire l'ensemble. Les objectifs, c'est finalement pour faire quoi? Les objectifs, c'est très simple. Nous voulons marquer, ce n'est pas Djimoré, ce n'est pas Tchatipi ou Odipa, mais que le peuple togolais arrive à se départir, arrive à se libérer du néocolonialisme. Rupture totale avec ce que la France-Afrique a installé. C'est très fort, ça n'a rien à voir avec histoire d'alternance, histoire d'améliorer les cadres électoraux, réforme, ça c'est des conneries. Alors, ce qui est essentiel, mettre fin au système néocolonial, c'est organiser des assises nationales. Alors, pour y arriver, il y a des chantiers qui doivent être ouverts. Et ces chantiers, nous les avons annoncés clairement. Mais l'objectif ultime du creuset national, c'est la convocation des assises nationales à la base et non pas assises des élites manipulées ici et là. Ça ne règle aucun problème. Assises nationales à la base pour mettre en place les institutions de la transition après avoir fait élaborer cahier de charges. Voilà objectif ultime pour le creuset. Et donc, il n'y a pas de doute, et je crois que d'ici peu, le peuple y arrivera. Vous parlez de transition, ça fait des années que vous portez ce qui apparaît finalement comme un fardeau. Il n'y a pas très longtemps, un acteur de la société civile disait que la transition, elle ne se décrète pas. Oui, j'ai appris cet acteur. Voilà, c'est un des manipulés de la France-Afrique. Voilà, et c'est triste que des grosses têtes comme ça se lèvent, racontent des conneries, tout simplement parce que on veut servir, parce que le maître a ordonné d'attaquer l'idée là, justement. Cette histoire de transition, ça gêne à un niveau plus élevé. Et on dit attention, ne laissez pas le passage à cette tendance, à cette vision de s'imposer. Mais ça va s'imposer. Et donc, ceux qui sont manœuvrés par la France-Afrique en disant que non, alors, nous qui parlons de transition, nous qui parlons de rupture totale avec la France-Afrique, nous ne sommes pas des naïfs pour croire que ça se décrète. Si ça se décrète, on allait écrire à celui qui devait signer le décret. Nous ne sommes pas des naïfs. Il n'appartient à personne qui n'a aucune vision pour le peuple de nous dire que ce que nous avons comme vision ne se décrète pas. Mais justement, ça ne se décrète pas. Vous n'êtes pas des naïfs, c'est vrai.
Mais je ne sais pas s'il y a des exemples déjà sur le continent où, à un moment donné, une transition s'est imposée et une transition s'est invitée à ce niveau dans le débat politique. Est-ce que vous avez des exemples déjà sur le continent? Même s'il n'y a pas des exemples, nous pouvons aussi servir d'exemple. S'il n'y a pas des exemples sur le continent, nous pouvons aussi montrer l'exemple aux autres peuples. Et lorsqu'on parle de liberté, la liberté ne se donne pas gratuitement. Il faut se battre. Ça s'acquiert à partir d'un certain engagement, une certaine détermination, une certaine volonté. Aujourd'hui, le peuple togolais, c'est le seul au monde, je le disais la dernière fois, c'est le seul au monde qui a payé le prix de sa liberté sans pour autant l'avoir. Et en lui seul, il a payé le prix de tous les pays qui sont dans la quête de cette liberté dans leurs pays respectifs, réunis. Et aujourd'hui, cela se fait encore attendre. Et lorsqu'on ne prend pas des mesures draconiennes, on ne peut pas espérer l'avoir. Or, la situation est telle que nous avons besoin de cela de façon incessante. Il ne faut pas espérer 50 ans encore. Il ne faut pas espérer 30 ans encore. Il ne faut pas espérer ça dans 10 ans. Même dans un an, même c'est trop. Et là, nous sommes obligés, l'élite dans un pays a le devoir de montrer la voie. L'élite montre la voie. Dans notre déclaration, nous avons dit que nous ne sommes pas des rebelles. Nous ne sommes pas là en tant que rebelles, nous ne sommes pas des messies, nous l'avons dit clairement. Mais nous sommes des engagés. Et nous voulons servir notre nation. Nous voulons faire en sorte que demain, le Togo aussi soit une référence dans la sous-région. C'est un droit le plus absolu. Non, mais quand vous voulez servir, c'est clair que ceux qui sont là aujourd'hui aussi, ils sont là pour servir, notamment le chef de l'État et tous ceux qui l'entourent. Mais la question aujourd'hui, quand on vous écoute avec les ambitions qui sont les vôtres, c'est de quels moyens disposez-vous pour pouvoir aboutir à ces ambitions-là? Le peuple. Ça fait la même réponse, hein? Vous savez, oui, justement, moi, cette question, j'ai dit c'est une question biaisée. Vous m'en excusez. Quels moyens? Il vient de le dire dans notre déclaration, nous ne sommes pas des rebelles. Les moyens, on ne va pas les disposer de l'extérieur. C'est de l'intérieur ici. Et de l'intérieur, il n'y a que le peuple pour s'arracher sa liberté. Mais il faut que le peuple soit orienté. Le peuple soit guidé. Le peuple, c'est les moyens. C'est le peuple qui va s'auto-libérer. Mais nous avons l'obligation en tant qu'acteurs politiques éclairés qui ne sont pas sous influence extérieure, nous avons le devoir de dire au peuple, voilà la voie à suivre pour ta libération. Lève-toi. Et cette fois-ci, tu ne seras plus mené en bateau. Voilà le résultat. Mais je vous dis, tous ceux qui servent aujourd'hui dans nos pays, espaces francophones, pour la plupart, c'est des ouvriers de la France-Afrique. Le problème, c'est trois choses. C'est la France, c'est la franc-maçonnerie et c'est la monnaie franc CFA. C'est les trois problèmes qui organisent l'esclavage qui se poursuit aujourd'hui au Togo et ailleurs. Alors, comment est-ce que vous pouvez dire que vous êtes acteur politique et que vous combattez un système des dominateurs, des prédateurs, et en même temps vous êtes dans des cercles avec ces mêmes dominateurs, en combattant le système qu'ils ont installé pour nous exploiter, pour nous dominer. Et c'est ce qu'ils font, et ils donnent des garanties, ce qu'on appelle la chimère de l'éternité au pouvoir, c'est ce qu'ils donnent comme garantie au régime que vous avez comme celui du Togo. Dans ces conditions, il faut être diamétralement opposé à des mesures de compromission et faire avancer le peuple vers la terre promise. Le peuple togolais, c'est clair que c'est un petit peuple, mais là vous posez un problème qui va au-delà du peuple togolais puisque vous vous attaquez à la France-Afrique. Est-ce que c'est finalement
Est-ce que ce n'est pas utopique? Quand on vous écoute, vous vous attaquez à la France-Afrique, vous vous attaquez à la franc-maçonnerie, vous vous attaquez au franc CFA. Le peuple togolais, c'est moins de 7 millions ou 7 millions d'habitants. Et pour un problème qui concerne des dizaines, sinon des centaines de millions d'Africains. Merci beaucoup. Mon aîné vient de le dire. Et il faut que le peuple togolais montre l'exemple. Si le peuple togolais arrive à s'imposer et à dire non, et la France-Afrique plus bagage, et l'esclavage prend fin, et ça va inspirer d'autres peuples à le faire. Vous savez, si ce n'est pas la situation de cette histoire de France-Afrique, on ne serait pas en train de quitter nos territoires pour l'Occident et aller mourir dans l'océan, dans la mer Méditerranée. Combien d'Africains ne meurent-ils pas tous les jours dans des embarcations de fortune? Et c'est les mêmes prédateurs qui tiennent des régimes qui détruisent nos peuples, qui détruisent nos pays ici, et nous empêchent en même temps de ne pas rejoindre leur pays. Mais la Belgique vaut quoi en termes de nombre et en termes d'espace par rapport au Togo? Mais la Belgique, ce petit pays, a eu à faire soumettre et continue à utiliser le peuple de la RDC. Vous comprenez? Et donc le Togo, les 7 millions, c'est déjà un nombre suffisant pour l'autolibération. Ce qui devait se passer, et on ne devait pas vivre cette situation aujourd'hui, c'est qu'on devait avoir à l'époque des courageux comme Sékou Touré, comme Lumumba, comme Sankara, et qui ont été Unyobé du Cameroun, qui ont été tous assassinés ou à la limite embrigadés. Et les autres sont des traîtres au profit des dominateurs. Et au jour d'aujourd'hui, le Togo, ce qui est pire encore, c'est que le Togo n'est pas seulement à la merci des dominateurs france-africains, mais il a d'autres prédateurs aussi. Lesquels? Si vous ne le savez pas... Non, moi je ne sais pas. Le partenariat avec la Chine, c'est nuisible. Le partenariat avec la Chine, c'est nuisible pour le Togo. Aujourd'hui, si la Chine décide, elle ferme votre aéroport là. Vous n'avez aucun mot à dire. C'est vrai qu'au-delà de la Chine, il y a d'autres pays. Il y a d'autres pays qui s'intéressent au continent africain. Mais la question que je pose, qui me taraude l'esprit, c'est votre ambition, elle est tellement grande, et vous faites référence à Sékou Touré, vous faites référence à Lumumba, et vous n'avez pas parlé de Sylvanus Olympio, mais vous parlez par exemple de Thomas Sankara. C'est des personnalités qui ont porté, c'est vrai, un idéal africain qui malheureusement a tourné coup. Est-ce que vous ne pensez pas que vous allez vous engouffrer dans les mêmes voies? Il y a un proverbe de chez nous qui dit que quelle que soit la nuisance d'un sorcier, il a toujours la dernière victime de sa prédation. Donc aujourd'hui, la liste est longue de tous nos, je ne veux pas dire nos martyrs, mais nos héros à travers l'Afrique qui se sont battus pour que l'Afrique se libère, mais qui sont tombés dans les pièges des prédateurs. Et que est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas craindre cela à nous autres? Non, nous avons l'espoir de pouvoir passer en étant en vie et en étant en forme pour servir non seulement notre pays de Togo, mais en même temps l'Afrique tout entière. Vous vous adressez sans doute au peuple togolais, c'est pour le peuple togolais que vous dites vous battez, mais ce peuple-là est soit issu majoritairement unir, soit issu majoritairement un certain nombre de partis politiques déjà ancrés sur le terrain. Comment est-ce que vous arriverez, vous, à trouver votre place? Merci beaucoup. Non, aucun peuple ne suit uni. Vous avez parlé tantôt qu'après 2017, il y a eu des élections et le régime les a remportées. Ça ne fait pas honte pour notre pays? Vous allez nous dire que 2018, là, ça a été une élection relative, ça c'est élection. La nomination des individus qu'on envoie au Parlement, vous appelez ça élection? Communale, vous appelez ça élection?
justement, ce saupoudrage-là, il faut balayer tout cela. C'est pour ça que nous sommes engagés. UNIR n'a même pas 5% de la population togolaise. Pas même 5%. Tous ceux qui sont dans l'administration sont contraints d'être unis, mais ne le sont pas. Tous ceux qui sont les éléments des troupes, vous croyez qu'ils sont unis, ils ne le sont pas. Mais c'est la peur d'être viré, c'est la peur d'être tué, c'est la peur d'être embastillé qui fait que les gens sont obligés d'afficher l'appartenance apparente à un système aussi nuisible que la France-Afrique a installé. Maintenant, de l'autre côté, vous n'allez pas me dire que le problème est partisan. Le problème n'est pas partisan. Si le problème est partisan, on n'en serait pas ici. Parce que j'ai eu à faire mon militantisme au sein de l'UFC. L'une des formations les plus emblématiques dans un passé récent. Est-ce que c'est le résultat que ça a donné? Et donc, ce n'est pas un problème partisan. Et moi, Dimo Oré, je suis un homme, un acteur politique qui a sa troupe dans le pays. M. Rodikpa est un acteur politique qui a sa troupe dans le pays. Mais c'est partisan, alors. Mais non, j'en viens. Et ce n'est pas ça le problème. Si c'était ça le problème, mon parti se serait déjà engagé dans des élections passées pour dire, bon, comme ces partisans, nous voulons nous faire valoir, avoir quelques postes. On a refusé pour dire, arrêtons le désordre pour faire place à une vie normale dans notre pays. Donc le problème n'est pas partisan de dire que tel parti a tel élément ou pas. Bien, merci. Nous venons de passer un peu plus de 45 minutes avec nos deux invités. C'est Rodikpa Chatipi et puis Dimo Oré. Ils sont les promoteurs du Creuset national pour la transition, CNT. CNT en réalité, ça rappelle aussi un sigle d'un pays que je ne vais pas nommer ici. Et les numéros pour que vous participez à l'émission, c'est 87 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Le technicien Boga Koudouyo me signale que nous avons un premier auditeur. Allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes en direct, votre nom et puis la question. Monsieur Bosco. Oui, juste pour féliciter M. Urotita. Si M. Urotita, c'est un monsieur que les Togolais doivent respecter. Et moi, qui suis en train de parler maintenant, j'ai été arrêté par SRI dans le cadre du PNP. Et tout ce que ce monsieur a fait, je suis sidéré, je suis abasourdi, que quelle que soit la faute que M. Urotita a commise, Tipi écrit sur papier et il lui dit qu'il est viré du parti. Le monsieur là qui est dans ce studio, c'est un éclaireur. Il est soumis. Donc, moi, j'en appelle au peuple togolais à suivre sa voie. C'est quelqu'un qui est humble. Je ne le connais pas assez, mais j'ai fait le plein que j'ai fait. Je vous dis que j'ai fait scric. Bien, merci. Oui, monsieur, il a le cœur sous la main. Bien, merci. Bien, merci. Vous n'avez pas de question. Ma question est qu'il faille faire tout pour avoir des antennes, des relais dans presque toutes les préfectures pour que ce message soit porté et connu par tout le Togo. Aujourd'hui, ça paraît difficile et impossible, mais avec le temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans maintenant, vous allez voir que le peuple va se soulever comme il le veut. Merci. Bien, merci, cher ami Bosco. Est-ce que vous avez une réaction? Oui. Je remercie sincèrement M. Bosco pour sa contribution et son encouragement. Ils sont des milliers de Togolais à travers le Togo à être dans le même esprit. Ils sont aussi des milliers aussi au niveau de la diaspora qui sont dans ce même état d'esprit. Raison pour laquelle je voudrais profiter de cette antenne, de cette occasion, pour remercier sincèrement tous nos compatriotes de Sinkasi jusqu'à nous. Et à travers l'Afrique, à travers l'Europe, à travers l'Occident, l'Amérique, Canada, tout, à travers le monde entier,
ceux qui ont été de cœur, ceux qui, lorsque j'étais au niveau de SCRIC, ont prié pour moi, et que après cela, avec toutes les difficultés que j'ai eues, qui sont restées derrière moi, qui m'appellent et qui me soutiennent, je suis véritablement reconnaissant, et je leur demande de rester debout, parce que la victoire n'est plus loin. Bien, merci. Nous retournons au téléphone pour le deuxième auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, votre nom? Oui, c'est Félix. Félix. Oui. Allez-y. Oui, je salue M. Kouroudipa Tatipi et M. Dimoré. Donc, j'aimerais poser une question à M. Dimoré, parce qu'il a été un ministre de la communication dans ce pays. Donc, il voulait nous faire savoir qu'il a fait partie du réseau. Auparavant, il a fait partie du réseau. C'est ma question. Et à M. Kouroudipa Tatipi, je dirais que le néocolonialisme